Amis investisseurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce que je vous propose dans cette nouvelle vidéo, c'est de voir avec vous un nouveau type de valeur, à savoir les foncières cotées. Alors pourquoi je pense que c'est intéressant de voir ça actuellement? Parce que voilà, on est actuellement tous en confinement et du coup les valeurs immobilières, donc les foncières cotées, ont été particulièrement malmenées sur le marché boursier. Voilà, donc je trouvais que c'était le bon moment de passer un peu de temps sur ce type de valeur pour comprendre comment on analyse une foncière et voir ensemble si éventuellement ça peut être le bon moment ou pas d'investir sur ces valeurs en bourse. Donc ce que je vous propose, c'est de parcourir plusieurs points pendant cette vidéo. Ça risque de durer un petit peu, mais voilà, l'idée c'est de pouvoir rentrer un peu dans le détail pour que vous soyez capable d'analyser les indicateurs clés des foncières et également du coup être en capacité de prendre des bonnes décisions d'achat ou pas de ces valeurs. Donc pendant cette vidéo, ce que je vous propose, c'est déjà de voir ensemble à quoi correspond une foncière cotée, qu'est-ce que c'est tout simplement. On verra ensuite les indicateurs à comprendre et à analyser, voilà, qui sont importants sur ces valeurs-là. Donc pour identifier ces différents indicateurs, pour pouvoir en parler, on va se baser sur un exemple, à savoir la foncière Carmilia. Voilà, qui est une foncière française, une foncière cotée française. Ensuite, on verra les avantages et les inconvénients des foncières cotées. En quatrième point, ce que je vous propose, c'est de voir du coup justement les risques de ces valeurs-là au vu de la pandémie qu'on a actuellement, qui sont, voilà, les foncières sont directement impactées, donc on va voir de quelle manière, et on va voir un peu le niveau de risque qu'il pourrait y avoir. Et enfin, on verra comment on pourrait construire un portefeuille autour de foncières cotées, comment on va intégrer ce type de valeur au sein de son portefeuille et comment on peut construire un peu un portefeuille avec ce type de valeur. Donc les foncières cotées, c'est quoi déjà? Le premier point, les foncières cotées, en fait, c'est tout simplement des sociétés donc cotées en bourse qui gèrent des parcs immobiliers. Donc on appelle ça, en français, on va appeler ça des SIC, donc c'est des sociétés d'investissement immobilier cotées. Le but en fait de ces sociétés, c'est relativement simple, c'est qu'elles font l'acquisition de parcs immobiliers, elles mettent en location et donc leur revenu est basé essentiellement sur les locations de leur parc immobilier, tout simplement. Donc après, la deuxième particularité de ces sociétés, c'est que on va les trouver dans différents secteurs d'activité. Alors la plupart d'entre elles sont plutôt spécialisées, soit sur les centres commerciaux, soit plutôt sur les bureaux, soit sur les bâtiments logistiques, soit les hôtels. Voilà, donc on va en trouver un certain nombre. On va dire que une bonne partie, une majorité sont sur les centres commerciaux. On retrouve ensuite pas mal de foncières plutôt sur les bureaux. Et après, logistique hôtel, c'est un peu plus spécialisé, on va dire, un peu plus, on en trouve de façon un peu moins régulière, mais il y en a également sur le marché. La troisième spécificité des foncières cotées, c'est que elles utilisent le levier financier. Donc on verra un peu plus en détail quand on analysera les indicateurs. Mais voilà, c'est un critère important, c'est-à-dire que ces sociétés vont évidemment avoir des fonds propres pour investir. Pour investir dans l'immobilier, mais vont également utiliser l'emprunt, emprunter en parallèle de leurs fonds propres pour pouvoir maximiser, on va dire, le rendement de ces capitaux propres et donc le TRI, on va dire, des actionnaires. La quatrième spécificité des foncières cotées, c'est qu'elles ont un système de transparence fiscale, c'est-à-dire qu'elles sont complètement exonérées fiscalement de leurs résultats, parce qu'en fait, elles ont comme obligation de verser une grosse majorité du résultat aux actionnaires. Alors en fonction des pays, c'est entre 90 et 95%, on va dire, du résultat. Voilà, et du coup, vous allez payer uniquement les impôts en fait sur l'impôt sur le revenu en tant que particulier. Voilà, en tout cas, la société n'aura pas elle eu d'impôt sur son résultat. Donc ça, c'est quand même une spécificité assez forte de ce type de valeur. Et enfin, alors ça c'est pas une spécificité mais plus un point complémentaire, par le grand public est beaucoup plus connu les SCPI. On va dire que les deux principales différences entre les SIC et les SCPI, c'est que les SIC sont des valeurs cotées en bourse. Donc vous allez directement acheter des actions et pouvoir les revendre via votre broker, alors que les SCPI sont des sociétés qui ne sont pas cotées en bourse. Et la deuxième grosse différence, c'est que la SIC va lever de l'argent, donc en plus des fonds propres, comme je le disais, a également un effet de levier avec la dette, ce qui n'est pas le cas de la SCPI. La SCPI travaille uniquement à partir de fonds propres ou vraiment éventuellement un peu de dette, mais sur un pourcentage très marginal. Voilà. Donc ça, c'est les deux grosses différences entre ces deux types de structures. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de voir les indicateurs clés
pour analyser une foncière cotée. Donc comme je disais, je vais me baser un peu sur, pour analyser ces indicateurs, on va se baser sur Carmila, qui est comme je disais, une foncière française. Alors, juste pour vous présenter Carmila en quelques mots, Carmila en fait est spécialisée dans la détention et la gestion de centres commerciaux, donc leur spécialité c'est vraiment les centres commerciaux, et donc c'est tous les centres, en tout cas les centres commerciaux attenant au magasin Carrefour en France, en Espagne et en Italie. Donc son portefeuille c'est à peu près 200 centres commerciaux, et la valeur de son patrimoine immobilier est d'à peu près 6,5 milliards d'euros fin 2019. Donc vous voyez que ces revenus sont essentiellement pour 96,5% des revenus qui correspondent à la location de son parc immobilier. Voilà, après il y a probablement quelques revenus très annexes qui sont réalisés, et le gros du chiffre d'affaires, le gros de l'activité est en France avec plus de 66%, en Espagne et un petit peu en Italie, à un peu moins de 7%. Alors maintenant, ce qu'on peut regarder, c'est rapidement les comptes de résultats et bilan de Carmila, juste pour également voir un peu dans les grands chiffres ce que ça donne, et pouvoir également après comprendre un peu les indicateurs clés qu'on va pouvoir analyser. Alors le chiffre d'affaires, donc ça c'est le compte de résultat, le chiffre d'affaires de Carmila, vous le voyez, il est à peu près de 300 millions en 2017, 340 en 2018, 365 en 2019, etc. Bon, là en 2020 il est prévu une petite réduction entre 2019 et 2020. Bon, à mon avis la baisse sera plus sensible que ce qui est mis actuellement sur les chiffres d'estimation. Donc ça c'est des données que j'ai prises de Zone Bourse. À mon avis ils sont encore bien optimistes, parce qu'au vu des fermetures des centres commerciaux, ça risque quand même de réduire de façon un peu plus significative cette année. Mais bon voilà, c'est juste pour vous montrer déjà à peu près un peu les ordres de grandeur des chiffres d'affaires. Et après vous allez voir que comme dans toutes les sociétés, on va retrouver évidemment les résultats d'exploitation, résultats nets, etc. Maintenant vous allez voir que c'est là la grosse différence d'une foncière cotée par rapport à d'autres valeurs qu'on va pouvoir analyser sur le marché. C'est que là, typiquement le résultat net ne veut pas dire grand chose pour une foncière cotée, puisque vous allez voir que dans le compte de résultat, il y a pas mal d'ajustements qui sont faits, notamment sur des plus-values ou des dévaluations du parc immobilier. Et du coup, ça a un impact fort sur le résultat net, alors que ce ne sont pas des opérations de cash, on va dire. Il n'y a pas de mouvement de trésorerie, et pourtant c'est un gros impact sur le résultat. C'est pour ça que vous allez voir qu'on ne va pas analyser de la même manière ce type de valeur, notamment sur tout ce qui est résultats nets, qui ne veulent pas dire grand chose sur les foncières cotées. Voilà. Au niveau du bilan qu'on a ici, vous voyez en fait ce qui est intéressant de voir tout de suite, c'est le niveau de la dette, qui est quand même assez élevé, puisque par exemple en 2019 on est à 2,5 milliards d'euros de dette. Donc vous voyez déjà que quand on compare le niveau de dette par rapport au chiffre d'affaires, on a une dette qui représente quasiment 10 fois le chiffre d'affaires. Donc là on voit tout de suite qu'il y a quand même un levier important qu'on va du coup voir au fur et à mesure de cette vidéo, pour que vous compreniez un peu pourquoi ce levier est aussi important et comment on l'analyse par rapport aussi aux fonds propres et par rapport aux loyers qui sont encaissés année après année. Voilà. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail du compte de résultat ou du bilan, on y rentrera un peu plus en détail juste après. Voilà, pour finir sur la présentation de Carmila, les ratios financiers intéressants également à voir, c'est la capitalisation boursière. Donc aujourd'hui, on a une cotation de Carmila qui est aux alentours des 11,50 €, donc ce qui nous ramène une capitalisation boursière d'un peu plus d'1,5 milliard. Et donc la valeur d'entreprise est de quasiment 4 milliards, puisque la valeur d'entreprise c'est la capitalisation boursière plus les dettes. Voilà. Bon, de la même manière, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qui peut juste être intéressant, c'est que vous voyez le ratio de dividende qui est bien supérieur au résultat net, puisque en 2019 il est prévu à 151%. Et donc comme je l'expliquais tout à l'heure, vous allez voir pourquoi on a ce décalage entre le résultat et le niveau de dividende, et que finalement une fois de plus c'est pas le résultat net qui va nous intéresser pour ce type de valeur. Voilà. Et après, donc, sur l'évolution du cours boursier, vous pouvez voir que donc, la société a été introduite en bourse, je crois, en 2017, en milieu d'année 2017, dans les à peu près 30 €. On est aujourd'hui, donc, comme je disais, à un peu plus de 11 €. Et vous voyez qu'avec la chute des dernières semaines, due évidemment au confinement, on a eu un crack complet, une énorme baisse sur la valeur, puisqu'on était aux alentours des 20 €. On avait déjà un petit peu baissé aux alentours des 17-18. Et là, on a carrément chuté en l'espace de quelques jours à même moins de 9 € pour avoir un fort rebond ces derniers jours. Voilà, donc c'était la raison aussi pour laquelle je voulais faire des vidéos sur ces sociétés-là. C'est que, comme je disais en introduction, il y a eu une énorme volatilité. Et du coup, c'est intéressant de comprendre pourquoi et de voir si, du coup, ça peut être pertinent ou pas d'investir sur ces valeurs-là.
Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est, là on a fait le tour un peu, un exemple d'une valeur cotée, une foncière cotée. Maintenant, comme je disais, on va rentrer un peu plus dans le détail sur les indicateurs clés qui nous intéressent pour pouvoir analyser ce type de société. Alors le premier indicateur important qui va être regardé, c'est la valorisation du parc immobilier moins les dettes. Alors c'est ce qu'on va appeler l'ANR ou la NAV. En fait, ça correspond en fait à l'analyse des capitaux propres, tout simplement, qui vont être réajustés. Donc là, j'ai sorti un peu plus dans le détail le bilan de la société. Donc on reste toujours sur le même exemple. Alors vous pouvez voir déjà dans le bilan, ça permet aussi de comprendre un peu comment est structuré, comment est organisé ce type de structure et donc quel est son business model. Donc une fois de plus, donc voilà, dans les actifs, ce que vous allez retrouver, c'est évidemment tous les immeubles de placement. Donc là, tous les centres commerciaux. Et vous voyez qu'à la louche, on a à peu près 6 milliards d'euros de patrimoine immobilier en actifs, plus des actifs courants, donc plus tout ce qui est créances clients, etc., d'un peu plus de 300 millions d'euros. Mais évidemment, dans l'actif, le principal actif va donc être le patrimoine immobilier. Et donc dans le passif, vous allez évidemment avoir les capitaux propres, donc là qui sont actuellement à un peu plus de 3,5 milliards, et le passif, donc les dettes. Donc là, vous voyez que le passif non courant, qui est composé essentiellement de dettes financières, est à un peu plus de 2,5 milliards. Voilà, et après, vous avez un passif courant, mais qui est, une fois de plus, assez négligeable par rapport au passif non courant, donc avec l'ensemble des dettes. Donc en fait, là, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on voit tout de suite que, vous voyez, la structure est évidemment fortement endettée, puisqu'on a plus de 2 milliards de dettes. Par contre, on a quand même des fonds propres qui sont à plus de 3 milliards, 3,5 milliards de dettes. Et en parallèle de ça, on a évidemment 6 milliards d'immobilier. Donc vous voyez qu'en fait, la dette, ce qu'on voyait tout à l'heure par rapport au chiffre d'affaires qui pouvait paraître énorme, finalement, elle est assez logique quand on regarde la structure du bilan et quand on voit le montant du patrimoine immobilier qui est en face de cette dette. Voilà. Et donc, comme je disais, le premier indicateur intéressant à regarder, c'est ce qu'on appelle l'actif net réévalué, qui correspond tout simplement en fait aux fonds propres, donc aux capitaux propres qui vont être réajustés. Voilà, donc là il y a un petit calcul qui est fait pour vous présenter de quelle manière on va calculer le net asset value. Donc en fait, quand on analyse le patrimoine d'une foncière, il va y avoir plusieurs indicateurs regardés par les spécialistes. Il y a donc l'ANR, l'actif net réévalué, la NAV, qui est la net asset value, et la triple net asset value. Alors, en fait, il y a quelques petites différences de calcul entre ces trois indicateurs. À la limite, il n'y a pas besoin d'être spécialiste pour comprendre exactement la différence entre ces trois valeurs. De toute façon, les trois résultats, généralement, sont assez proches les uns des autres. Là, on fait juste une analyse sur la NAV, la net asset value, qui est, on va dire, l'indicateur le plus utilisé, en fait, qui nous permet de réajuster les fonds propres. Donc là, dans cet exemple-là, donc là pareil, c'est tiré du rapport annuel 2019 de la société. On voit que la NAV correspond à un peu plus que les capitaux propres, puisqu'on est à 3,8 milliards d'euros en annulant un certain nombre de justes valeurs ou d'impôts différés. Bon là pareil, on ne va pas rentrer trop dans les détails. L'idée en fait, c'est de voir que la société aujourd'hui, les fonds propres réajustés sont à peu près à 3,8 milliards d'euros, c'est-à-dire qu'en théorie, si on était amené à liquider la société, c'est-à-dire à vendre tous les actifs et à rembourser toutes les dettes, on se retrouverait à peu près avec 3,8 milliards d'euros. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est de comparer ces 3,8 milliards d'euros, donc la NAV, avec la capitalisation boursière de la société, c'est-à-dire combien coûte aujourd'hui la société sur le marché. Et donc là, on voit que si on rapporte cette NAV au prix d'une action, on a la NAV par action qui correspond du coup à peu près à 27,79 euros, à comparer aux 11,5 euros qu'on a actuellement. Donc actuellement, on a un cours boursier qui correspond à peu près à 41% de la NAV. Et si on regarde le triple net asset value, qui est un peu plus, on va dire, conservateur que la NAV, puisque la triple NAV est à 26,45 euros, on a un cours boursier qui correspond à peu près 43% de la NAV. Donc en fait, ce qu'on peut voir, c'est que avec le cours actuel, ça nous permet de payer moins de la moitié du prix de la société, moins de la moitié de ses fonds propres. Donc déjà, ce premier indicateur semble assez intéressant, et on peut donc déjà considérer que sur la valeur du patrimoine, aujourd'hui le cours boursier est clairement sous-évalué. Après, on le verra après, la question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce que finalement les cours boursiers n'ont pas anticipé une dévaluation du patrimoine immobilier. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle il y a ce décalage
entre le cours boursier et la NAV calculée par rapport au bilan de fin 2019. Voilà, donc ça va faire partie évidemment des choses qui seront à réfléchir, et du coup ce sera là où quelque part l'investisseur va devoir peser le risque ou l'opportunité de la situation pour évidemment prendre une décision. Voilà, donc ça c'était le premier indicateur évidemment qui est systématiquement présenté sur toutes les foncières cotées. Maintenant le deuxième indicateur important, c'est le résultat net récurrent, qu'on appelle aussi FFO en anglais. Alors justement c'est là où il y a un gros distinguo entre le PER qu'on regarde habituellement sur les sociétés, et là on va plutôt du coup regarder le FFO divisé par la capitalisation boursière. Donc le FFO c'est quoi? Là j'ai extrait le compte de résultat de la société. Donc pour calculer la NAV on regarde le bilan, pour calculer le FFO on va plutôt regarder du coup le compte de résultat. Dans le compte de résultat là pareil, ça va nous permettre de bien comprendre comment et quel est le business model d'une foncière cotée, qui finalement est assez simple, hein, puisqu'on va juste encaisser des loyers, payer des frais de structure et payer des intérêts de la dette. Donc là on le voit, on a les revenus locatifs à 359 millions, on a une refacturation locataire, donc on a un total de revenus à 438 millions, auquel on enlève un certain nombre de charges, donc on a des loyers nets à 333 millions, donc ça c'est les revenus nets déjà de la foncière. Et après on va évidemment avoir un certain nombre de dépenses, notamment les frais de structure. Donc les frais de structure, ça correspond simplement aux frais des différents salariés de la société Carmiglia, aux frais de structure de la société, tout simplement. Après, on a un certain nombre de dépenses, notamment les dotations aux amortissements en charge. Donc ça, typiquement, ça fait partie des charges qui ne vont pas être tenues compte dans le FFO, puisque c'est des charges qui ne sont pas des vraies sorties d'argent, puisque c'est simplement des dotations aux amortissements. Et après, un point très important, c'est le solde net des ajustements de valeur. Donc là, sur l'année 2019, on a 90 millions de dévaluation du parc immobilier. Et ça, de la même manière, ça n'a pas d'impact directement financier, puisque c'est simplement une évaluation du patrimoine qui a été faite et qui a été dévaluée. Voilà, et du coup, on arrive à un résultat opérationnel à 191 millions, auquel on enlève évidemment les intérêts bancaires, les intérêts de la dette qui sont du coup assez importants, hein. Vous voyez qu'on a quand même dans cet exemple-là 57 millions de charges financières. Pour arriver à la fin au résultat avant impôt, plus des impôts de société. Alors je le disais en introduction qu'il n'y avait pas d'impôt sur les foncières cotées, sauf pour les plus-values de cession. Bon, pareil, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà, au global, vous arrivez dans cet exemple-là à un peu plus de 100 millions de résultats nets. Et quand on fait le réajustement entre le résultat net et le FFO, vous allez voir qu'il y a une petite différence, puisque du coup, on a nos 100 millions de résultats nets, auxquels on va rajouter donc le solde des ajustements de valeur qu'on a vu tout à l'heure, qui n'est pas un solde de cash, et on va rajouter également les impôts différés qui ne sont pas non plus des sorties d'argent réelles. En fait, le FFO, ça va correspondre plutôt en flux de trésorerie, au free cash flow. Et donc là, on est plutôt aux alentours des 218 millions. C'est-à-dire qu'en réalité, la société a réellement gagné net en termes de flux financiers en dehors des investissements, a réellement généré, dans cet exemple-là, plus de 200 millions de cash sur l'exercice fiscal. Voilà, donc c'est ça qui va nous intéresser, et finalement c'est le FFO divisé par... Non pardon, et du coup ça va être le cours boursier divisé par le FFO qui va nous donner un indicateur de cherté quelque part de la société. Et là dans cet exemple-là, on a le cours boursier divisé par le FFO qui est actuellement à 7. Ça veut dire que vous avez un rendement théorique aux alentours des 13%. Voilà, donc là de la même manière, ça paraît séduisant sur le papier, puisque un rendement de 13% au cours boursier actuel, c'est quand même important. Maintenant la question est de savoir, est-ce que, au vu du contexte, la société va être capable de maintenir ses loyers qu'elle a actuellement, c'est-à-dire est-ce qu'il ne va pas y avoir des baisses de loyer, et est-ce que la charge peut-être de l'emprunt ne va pas augmenter, etc. etc. Donc voilà, là de la même manière, après on va pouvoir faire un certain nombre d'hypothèses, mais là ça vous donne déjà les indicateurs clés pour pouvoir l'analyser. Le troisième indicateur qui va être important à regarder, c'est peut-être le plus important. Alors généralement on regarde les deux premiers qu'on a vus, la NR et le FFO, c'est souvent les deux premiers indicateurs qui sont regardés sur les foncières, mais le troisième, et qui à mon avis devrait être regardé en premier, c'est le levier financier. Alors le levier financier, ça correspond à quoi ? Ça correspond en fait à deux choses. Il y a deux choses qui vont être importantes à regarder sur le levier que fait une société, notamment une foncière cotée. La première chose, c'est, comme vous l'avez vu, un PKM des frais, des intérêts d'emprunt qui sont importants, puisque vous avez un levier qui est assez important. Là, dans notre cas de figure, on a un levier qui est à peu près de 50% des fonds propres. Donc là, le premier indicateur à regarder, c'est
la différence entre l'EBITDA de la société, c'est-à-dire le cash qu'un rentre qu'on a vu tout à l'heure, moins les intérêts d'emprunt. Donc là, dans notre cas, on est à peu près à 280 millions d'euros de loyer rentré en enlevant les frais de structure, etc., par rapport aux frais financiers. Et là, on voit que les frais financiers correspondent à peu près à 5 fois, on a un ratio de 5 entre ce que génère la société et les frais financiers. En parallèle de ça, je vous ai mis les convenants bancaires, c'est-à-dire qu'une foncière cotée, lorsqu'elle lève de l'argent, elle doit en contrepartie garantir qu'un certain nombre d'indicateurs vont respecter des critères. Et là, l'un des convenants bancaires pour cette société-là est d'avoir un ratio EBITDA par rapport aux frais financiers qui ne doit pas être supérieur à 2. Donc là, actuellement, on est à 5, donc quelque part, on a de la marge. Maintenant, évidemment, on pourrait être amené à baisser ce ratio si demain, les frais d'intérêt augmentaient et où les loyers étaient amenés à diminuer. Voilà, donc ça, c'est évidemment un indicateur à surveiller. Le deuxième indicateur à surveiller, c'est vraiment le levier financier par rapport au patrimoine. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est la dette financière nette. Donc là, actuellement, la société a 2,2 milliards d'euros de dette en parallèle du parc immobilier. Le parc immobilier est actuellement évalué à 6,4 milliards. Donc on a en fait un levier de un peu moins de 35%. Alors ça, c'est par rapport au patrimoine, droit inclus. Alors il y a plusieurs indicateurs de la même manière, mais bon, globalement, de la même manière, on arrive à peu près aux mêmes ordres de grandeur. On va dire qu'on a un levier, si on prend le cas un peu plus défavorable, on a un levier de 36,7% entre le patrimoine immobilier et la dette nette. Et là, de la même manière, les convenants bancaires obligent d'avoir une dette sur valeur des actifs qui ne peut pas excéder 0,55. Donc c'est-à-dire 55%. Donc là, vous voyez que on a donc ce levier-là s'appelle le LTV. Et vous voyez donc actuellement on a un LTV à 36,7%. Donc on est évidemment assez loin des 55%, mais de la même manière que pour le ratio précédent, il suffirait que finalement notre patrimoine immobilier soit fortement dévalué pour rapidement que le LTV monte de façon assez rapide. Et finalement, le principal risque pour une foncière cotée, il est là. C'est-à-dire le principal risque, c'est qu'à terme, il y a une dévaluation du parc immobilier et du coup, on a un LTV qui monte au-delà des convenants bancaires et du coup, on se retrouverait rapidement en grosse difficulté et la société serait donc peut-être amenée à devoir faire des augmentations de capital ou vendre des actifs un peu plus rapidement sur le marché et du coup se retrouver en difficulté. Voilà, donc ça, c'est les deux principaux indicateurs qui sont regardés sur la partie endettement des foncières. Et après, il y a quelques autres indicateurs qui sont intéressants, notamment la répartition de la dette. Donc là, on peut regarder un peu de quelle manière et quelles sont les maturités, notamment quelle est la maturité de la dette de la société. Donc souvent, la dette, elle n'a pas été contractée en une seule fois. Donc là, on peut voir par exemple qu'il y a eu des émissions obligataires à plusieurs reprises. Et là, on voit que la maturité, c'est entre 2023 et 2031. Donc on a une maturité moyenne de 5 ans. Ça, c'est intéressant. Ça permet de voir si, à court terme, la société va devoir faire des remboursements. Et actuellement, dans cette période extrêmement compliquée qu'on a évidemment en confinement, on peut évidemment anticiper que les foncières vont avoir des revenus fortement handicapés cette année. Et du coup, c'est un point très important de vérifier que la foncière ne va pas avoir des remboursements d'emprunt dans les 6 à 24 prochains mois, parce qu'elle pourrait être amenée à avoir plus de difficultés à faire rouler sa dette, à devoir réemprunter par-dessus. Voilà. Et enfin, un point également intéressant à regarder, c'est la notation de la dette. Donc ce qu'on appelle le renting. Donc là actuellement le Standard & Poor's note la société triple B. Voilà, donc triple B, pour information, là vous avez la notation des différentes grandes institutions financières. La triple B, vous êtes juste au-dessus, vous êtes encore en investment grade, c'est-à-dire vous êtes encore sur la dette, on va dire, de qualité, mais on a la frontière. Le triple B, on est à la frontière de passer en ce qu'on appelle non-investment grade, c'est-à-dire en junk bond. Donc vous passez sur ce qu'on appelle les dettes spéculatives. Donc si demain, cette société est amenée à avoir quelques difficultés, elle pourrait rapidement être dégradée en dessous du triple B et du coup se retrouver en junk bond. Donc on pourrait rapidement avoir des taux d'intérêt qui augmentent sur la levée des dettes de ce type de société. Voilà, donc ça peut être également un risque à surveiller. Et évidemment, il est préférable d'avoir des sociétés avec des notations plus importantes pour avoir un peu de marge de sécurité si demain, cette société-là était amenée à perdre en niveau de notation sur ses emprunts. Voilà.
Voilà, ensuite, j'ai listé un certain nombre d'indicateurs qui sont plus des indicateurs de qualité, c'est-à-dire que là, on a vu les 3 principaux indicateurs financiers qu'il faut regarder. Après, vous avez plein d'autres indicateurs plus qualitatifs, on va dire. Donc là, on peut en passer quelques-unes en revue rapidement. Vous allez retrouver typiquement un indicateur intéressant, c'est de voir est-ce que la société est vraiment dépendante de locataires en particulier. S'il y avait un locataire qui était amené à faire faillite, quel est son niveau de dépendance. Donc là, on voit que le premier locataire pèse 2% des loyers. Voilà, on a H&M qui pèse 1,6% de l'ensemble des loyers. En fait, on voit que les 15 premiers locataires pèsent un peu moins de 20% de la somme des loyers de cette foncière. Donc on va dire qu'on a un risque qui est assez limité, qui n'est pas trop concentré, on va dire, sur des locataires en particulier. Un autre point intéressant, c'est de voir le taux d'occupation de la surface immobilière. Donc là, on voit qu'on a un taux d'occupation de 96,3%. Ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que si on a un taux d'occupation qui est, on va dire, inférieur à 95%, c'est qu'on peut peut-être considérer que les centres commerciaux, en tout cas que l'immobilier n'est pas forcément très attractif. Donc ça peut être quand même un indicateur à surveiller. Un autre point intéressant, c'est de voir quelle est la répartition du type de locataire, la répartition des types d'activités. Donc là, on est sur un centre commercial. On voit que l'équipement de la personne, c'est 35%, culture cadeau, 18%, etc. Bon, ça, c'est intéressant. On sait que globalement, actuellement, tout ce qui est équipement de la personne, donc tout ce qui est magasin de vêtements, etc., c'est les secteurs qui sont un peu en difficulté depuis quelques années. Avec la crise actuelle, ça risque de pas améliorer les choses, on va dire. A contrario, on a plutôt tout ce qui est alimentation, restauration, services, qui là sont des marchés un peu moins cycliques et qui pourraient avoir des effets rattrapage sur les prochains mois quand on sortira de confinement. À mon avis, plus que typiquement équipement de la personne. Voilà, donc là, on a quand même une assez forte dépendance à ce type d'activité. Ça peut être un point pas forcément hyper positif sur cette foncière. Bon, après, on peut pas avoir tous les critères au vert, mais voilà, ça c'est quand même à garder en tête. Vous avez également les points intéressants, c'est le taux d'effort des commerçants. Là, on voit qu'il est à peu près 10%, un peu plus de 10%. Ça, c'est pas mal aussi de voir en moyenne combien les commerçants de leur chiffre d'affaires vont payer leur loyer. Donc, ça permet de voir si les loyers sont... si on veut comparer des foncières entre elles, ça permet de voir si les loyers pratiqués par les foncières sont cohérents par rapport aux concurrents. Voilà, donc là on a fait le tour à peu près de quelques indicateurs qualitatifs, il y en aurait plein d'autres, mais voilà, après libre à vous de regarder les rapports annuels pour voir un peu les autres sujets qui pourraient être intéressants. Voilà, et enfin, un dernier indicateur intéressant, c'est évidemment de voir la croissance des revenus dans le temps, la croissance également du dividende. Alors là, on va pas regarder trop dans le détail la croissance des loyers qu'il y a eu sur cet exemple de foncière, puisqu'on n'a pas forcément énormément d'historique. Mais sur la croissance du dividende, typiquement, on peut voir que en 2017 et 2018, il y a eu 1,50€ de dividende. 2019, il est également prévu 1,50€ de dividende. Bon, à voir, je ne sais pas si elle a déjà versé ou pas son dividende, et à voir parce qu'au vu du contexte, pour la plupart des foncières ont coupé ou en tout cas ont réduit assez fortement leurs dividendes. Là, vous pouvez voir que le ratio de payout, donc dividende sur résultat écurrent et non pas résultat net, comme on l'a vu tout à l'heure, il est de 92% cette année et que la cible est plutôt aux alentours des 90%. Donc on peut considérer que sur les prochaines années, cette société restera à des dividendes aux alentours des 1,50€. Voilà. Mais bon, actuellement, un rendement de 1,50€ pour un cours de bourse qui est à 11,50€, vous avez quand même un rendement actuellement de 13%. Donc c'est quand même super intéressant. Maintenant, encore une fois, attention aux indicateurs précédents, c'est-à-dire que si aujourd'hui la valeur est sous-cotée, c'est justement que le marché y voit peut-être un certain nombre de risques. Voilà. Maintenant, ce que je vous propose, c'est que là, on a fait le tour un peu des principaux indicateurs à regarder. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de vous montrer un peu les avantages et les inconvénients des foncières cotées de façon générale. Alors, déjà sur les avantages, évidemment, l'exposition, l'avantage d'investir dans les foncières cotées, c'est que vous avez une exposition à l'immobilier qui est du coup super facilitée, puisque vous pouvez directement en quelques clics investir en bourse. C'est même beaucoup plus simple que les SCPI par exemple, puisque là on va pouvoir acheter et vendre très rapidement. Donc il y a une très forte liquidité, ça c'est un énorme avantage. Et le deuxième énorme avantage, c'est que vous n'avez pas de frais. C'est-à-dire, alors il y a évidemment les frais de transaction, mais qui peuvent être très faibles chez la plupart des brokers, mais vous n'avez pas de frais de notaire, etc. Donc encore une fois, par rapport typiquement au SCPI ou la détention d'immobilier en direct, c'est un énorme avantage de ne pas avoir des frais qui peuvent quand même être assez importants, notamment SCPI. On a souvent des frais d'entrée aux alentours des 10%. Donc ça, c'est un énorme avantage pour les foncières cotées.
Un deuxième avantage intéressant, c'est que le levier financier est déjà intégré, comme on l'a vu, dans la construction, on va dire, d'une foncière. C'est-à-dire qu'elle a ses fonds propres, mais elle a également levé de la dette, ce qui vous permet en fait d'optimiser votre rendement. C'est-à-dire que si le parc immobilier de la foncière génère naturellement, par exemple, là, typiquement, c'est un indicateur qu'on aurait pu également regarder, on a peut-être un rendement qui est aux alentours naturellement des 5-6% grâce au levier financier, puisqu'elle va lever à peu près une fois et demie, en tout cas 50% en plus de ses fonds propres. On va se retrouver avec un rendement qui est plutôt aux alentours des 8-9% grâce à ce levier-là. Et en fait, vous n'avez pas besoin de faire vous-même du levier, c'est-à-dire que c'est déjà inclus dans la foncière cotée. Le troisième intérêt, c'est que historiquement, il y a quand même des rendements qui sont assez élevés sur les foncières. Ça a quand même bien performé. Comme on l'a vu, vous avez quand même des rendements là actuellement, les rendements avec les cours qui ont chuté, vous avez des rendements qui sont super élevés et vous avez quand même une performance historique qui est assez importante puisque là on a un TRI sur les 40 dernières années où on voit que les foncières ont fait en moyenne du 15% de rendement par an. Alors je pense que ça a dû avec la baisse des dernières semaines fortement baisser parce qu'encore une fois les foncières, beaucoup d'entre elles ont fait du moins 50, moins 60, voire même moins 70% en quelques jours. Donc voilà, là on peut rapidement avoir même si c'est une moyenne sur 40 ans, je pense que là ça a perdu quelques pourcents en l'espace de quelques semaines. Un autre avantage des foncières, c'est qu'on a quand même une bonne diversification, puisque voilà, comme on l'avait vu, vous avez des foncières sur différents types d'activités, donc rien ne vous empêche de prendre différents styles de foncières pour être directement très diversifié. Et évidemment les foncières, comme vous l'avez vu, ont des parcs immobiliers assez conséquents, donc vous n'êtes évidemment pas exposé à un immeuble en particulier, un centre commercial en particulier ou un bureau en particulier. Vous avez par définition une excellente diversification. Et enfin un point intéressant, c'est que c'est quand même un actif qui devrait bien se comporter en cas d'inflation. C'est-à-dire que là, avec la crise qu'on a actuellement, on voit que les banques centrales déversent énormément de monnaie sur les marchés, avec le quantitative easing. Il n'est pas impossible qu'à terme, ça génère quand même de l'inflation. On l'avait déjà vu sur d'autres vidéos. Et à un moment donné, une foncière cotée, elle a deux avantages. Le premier, c'est que qui dit inflation dit indexation des loyers. Donc ça lui permettrait peut-être, en cas d'inflation, de pouvoir augmenter ses loyers. Et la deuxième chose, c'est quand vous avez de l'inflation et que vous avez contracté une dette, surtout que là, la plupart du temps, ils ont des dettes à taux fixe. Donc ça, également, un indicateur à regarder. Mais là, pour la foncière qu'on a vue, de mémoire, elle doit être à 80% de sa dette doit être à taux fixe. Si vous avez de l'inflation, eh ben, c'est excellent pour les dettes, puisque ça vous permet de payer la dette grâce à l'inflation. Voilà. Au niveau des inconvénients, il y en a également un certain nombre d'inconvénients sur les foncières cotées. Le premier inconvénient, c'est que vous avez l'évolution de la consommation. C'est-à-dire que les foncières cotées, comme on l'a vu, elles sont sur différents secteurs d'activité. Et c'est sûr qu'aujourd'hui, avec l'évolution du type de consommation de mobilité, et surtout, je pense que c'est une des raisons pour laquelle il y a eu une grosse baisse ces dernières semaines, c'est qu'il peut y avoir des évolutions comportementales, des évolutions du consommateur qui font que les gens utilisent de plus en plus l'e-commerce, travaillent de plus en plus de chez eux, utilisent de plus en plus Airbnb. Donc finalement, l'immobilier professionnel au sens large, que ce soit centre commercial, bureau, hôtel, etc., risque quand même à un moment donné d'être mis en difficulté et de réduire ses parts de marché au vu justement de cette évolution de la consommation. Et encore une fois, avec ce qui se passe actuellement, je pense que c'est la principale crainte du marché, c'est de se dire, voilà, les gens vont aller peut-être de moins en moins dans les centres commerciaux, vont travailler plus de chez eux, etc., etc. Voilà, donc ça c'est à mon avis l'inconvénient majeur aujourd'hui des foncières cotées qui sont sur de l'immobilier professionnel. Un autre inconvénient, c'est que c'est des deux côtés, c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est le levier. C'est-à-dire, on l'a vu, c'est un avantage, ça permet d'améliorer votre rendement, votre TRI grâce à ce levier, mais d'un autre côté, ça peut créer une forte volatilité, c'est-à-dire que comme on le voit encore une fois actuellement, comme ces sociétés sont quand même fortement endettées, dès qu'il y a des problèmes de liquidité, de taux d'intérêt ou alors de perte de valorisation de leur patrimoine, et bien comme vous avez cette dette, ça crée un fort levier et du coup il y a une énorme volatilité sur les marchés. Donc ça c'est quand même un inconvénient, c'est que voilà, vous n'êtes pas à l'abri en cas de turbulence sur les marchés d'avoir votre variation de cours boursier fortement évoluer et plutôt s'il y a des mauvaises nouvelles plutôt évoluer à la baisse.
Troisième inconvénient, c'est justement une fois de plus lié à ce levier, c'est que comme on l'a vu, donc les foncières cotées ont une dette en parallèle de leur fonds propres, et en fait la stratégie d'une foncière cotée, ça va pas être de rembourser la dette, ça va être de la garder en permanence, pour garder justement ce levier-là. Et en fait du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils remboursent pas la dette, ils la font rouler, c'est-à-dire que en fait les loyers qui sont encaissés, ils sont distribués, comme on l'a vu, quasiment intégralement en dividendes, et du coup la dette, elle est simplement, on la fait rouler, c'est-à-dire que dès qu'il y a une dette à rembourser, ils vont réemprunter sur les marchés. Et donc de la même manière, en cas de crise importante, il peut y avoir des difficultés à faire rouler cette dette à un moment. C'est pour ça que c'est important de vérifier les dates d'échéance quand il y a une crise. Et si vous avez des dates d'échéance qui sont trop proches, en cas de crise, alors c'est pas le cas aujourd'hui parce que pour le coup, je pense que ce risque-là, à mon avis, il est moins fort à mon avis que le premier risque. C'est-à-dire faire rouler sa dette, j'ai pas trop d'inquiétude quand on voit qu'aujourd'hui les États garantissent les dettes, qu'on a même les banques centrales qui commencent à acheter directement des dettes de grosses sociétés, voire des ETF qui sont rattachés à des obligations. J'ai pas trop d'inquiétude là-dessus. Je pense que même les foncières vont pouvoir lever de l'argent assez facilement. En revanche, voilà, ça peut quand même à un moment donné être un risque. Et il faut qu'ils fassent attention aux convenants bancaires qu'on a vus tout à l'heure. Pourquoi ? Parce que si à un moment ils dépassent les ratios des convenants bancaires qu'on a vus, ils peuvent être amenés à être complètement mis en difficulté et à devoir faire des augmentations de capital vraiment au mauvais moment, devoir peut-être transformer un certain nombre d'obligations en fonds propres, et finalement c'est les banques qui prennent le contrôle de la société. Donc ça peut être vraiment un handicap important, ces convenants bancaires, et de mettre un peu en difficulté, en forte difficulté la société, si demain la situation était amenée à se compliquer. Voilà. Et enfin, un autre inconvénient, c'est l'évaluation patrimoniale, qui est quand même source d'incertitude. Alors ça, je ne l'ai pas trop décrit jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que comme on l'a vu dans le bilan, vous avez une valorisation du patrimoine. Donc là, dans Carmignan, on était aux alentours des 6 milliards. Et en fait, comment est fait ce calcul-là ? Qui est-ce qui décide de cette évaluation ? En fait, ça se passe comment ? C'est qu'il y a des comités indépendants d'experts qui font des évaluations de patrimoine. Et tous les ans, il y a un comité d'experts qui est nommé, qui est indépendant de la société, et qui va du coup vérifier si l'évaluation de l'année précédente a été bonne, et réajuster éventuellement. C'est pour ça qu'on voit des réajustements, d'ailleurs, dans le compte de résultat, des évaluations patrimoniales. Sauf que ces évaluations-là, elles sont liées à un contexte économique, à un taux de capitalisation, à un calcul d'actualisation de flux de trésorerie, à tout un tas de critères, et on n'est pas à l'abri qu'à un moment donné, cette évaluation patrimoniale aille dans le bon ou le mauvais sens. Et du coup, ça, c'est quand même source d'incertitude assez importante. Donc je trouve que c'est quand même un inconvénient majeur sur les foncières cotées. Voilà. Et enfin, pour finir, un inconvénient qui est plutôt fiscal pour le particulier qui investirait sur ces valeurs, c'est que c'est pas éligible au PEA. Vous êtes obligé d'aller sur compte titre, et la raison est simple, c'est comme ces sociétés-là ne paient pas d'impôts, comme on l'a vu, elle est transparente fiscalement, et du coup, évidemment, ces sociétés ne sont pas éligibles au PEA, sinon ça serait double exonération fiscale. Donc depuis quelques années, le fisc a vu cette petite faille dans notre système, et du coup les a rendus inéligibles au PEA pour éviter le double avantage fiscal sur ces valeurs-là. Voilà, donc maintenant, quatrième point, quels sont les risques sur les foncières cotées par rapport au contexte actuel de pandémie ? Alors, on en a parlé déjà un peu au fur et à mesure de la vidéo, mais là, du coup, c'est pour synthétiser un peu le risque qui est actuellement. Le premier risque, c'est évidemment qu'il y ait des pertes de loyer pendant plusieurs semaines, ou peut-être pendant plusieurs mois. Donc là, évidemment, pandémie dit, du coup, les gens vont plus typiquement... les centres commerciaux, je pense que c'est les premiers touchés par ces pertes de loyer. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit que les foncières des centres commerciaux sont celles qui ont le plus souffert ces dernières semaines. Mais là, clairement, l'ensemble des locataires vont absolument pas pouvoir travailler pendant la période de confinement. Et du coup, il est fort probable que les foncières n'exigent pas de loyer pendant cette période-là. Donc, on va avoir quand même des pertes de loyer assez importantes pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois. Voilà, maintenant, si ça dure qu'un temps, ça devrait aller. Mais à voir si ça peut pas avoir non plus un impact sur le moyen long terme, une dévaluation peut-être des loyers dans le temps. Le deuxième point, c'est qu'on peut évidemment avoir des défauts de locataires, c'est-à-dire que si la pandémie dure trop longtemps, évidemment, il y a un certain nombre de locataires qui vont être en difficulté, vont devoir peut-être déclarer faillite et du coup libérer les espaces. Donc là, on va avoir un taux d'occupation qui va baisser et des revenus de loyer qui vont évidemment baisser. On peut également avoir des baisses de notation. C'est-à-dire que si on a une baisse des loyers, donc une valeur du patrimoine peut-être aussi qui perd un petit peu de valeur, on peut également avoir du coup les agences de notation qui baissent sa notation et du coup avoir une hausse des taux d'intérêt. Et en fait, tout ça va peut-être créer quelque part une hausse du LTV, l'indicateur qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que si on a une baisse de la valeur du patrimoine, une baisse des loyers, vous avez mécaniquement
votre hausse le LTV qui va monter. Et du coup, il y a quand même un risque à un moment donné qui est une augmentation de capital. Et là où ça peut être très contraignant, c'est si cette augmentation de capital se fait à un cours boursier très bas, parce qu'à ce moment-là, vous êtes complètement dilué. Voilà. Et enfin, un autre dernier point qui peut être embêtant par rapport au contexte actuel, et on a déjà vu également juste avant, c'est éventuellement le changement de comportement des consommateurs. Dans le cas où les consommateurs changent de comportement, est-ce que ça n'aura pas un impact à terme quand même sur le montant des loyers et sur l'attractivité d'un certain nombre de foncières. Voilà. Et du coup, en final, tous ces risques, comme d'habitude, sont déjà pricés par le marché. Il faut quand même être clair là-dessus. Et du coup, c'est pour ça aujourd'hui qu'on voit des fortes décotes. On l'a vu tout à l'heure sur l'actif net réévalué qui était quand même bien au-dessus du cours boursier. On voit que les rendements sur les FFO sont quand même super intéressants. Et en fait, tous ces risques-là, justement, justifient cette décote actuellement. Voilà, donc maintenant, la question, c'est est-ce qu'il faut investir ou pas sur les foncières cotées ? Alors, moi, la conclusion de cette vidéo, c'est pas forcément de vous dire qu'il faut investir ou qu'il faut pas investir. Moi, je voulais déjà vous montrer comment on analysait une foncière et que vous puissiez comprendre les indicateurs clés et vous compreniez du coup pourquoi aujourd'hui il y a une sous-valorisation qui est faite par rapport aux indicateurs clés. Maintenant, à vous de juger si c'est pertinent ou pas d'investir sur les foncières. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, il y a quand même des points d'entrée qui sont intéressants, puisque vous avez des NAV à moins de 0,5, des FFO qui sont à moins de 7 fois le cours boursier, donc des rendements aujourd'hui sur dividendes qui sont à 10% net d'impôt sur le revenu. C'est-à-dire même en compte titre, si vous avez du 13-14% de rendement, en net compte titre, vous vous retrouvez à du 10%. Donc c'est hyper intéressant. Donc vous avez quand même des super points d'entrée. Mais encore une fois, ces points d'entrée sont intéressants parce que justement, il y a des risques associés qui sont importants. Ensuite, il ne faut pas hésiter à diversifier au maximum son portefeuille. C'est-à-dire que sur chaque secteur, là, vous avez la liste par exemple des principales foncières européennes. On retrouve évidemment Unibail, Klépierre, Covivio. Donc Unibail, Klépierre, c'est les deux plus gros acteurs européens sur les centres commerciaux. Et par exemple, Covivio, c'est le plus gros acteur sur les bureaux européens. Voilà. Ensuite, à mon avis, ce qui est important, c'est de privilégier les foncières plutôt dites premium, qui ont des espaces privilégiés, que ce soit bureaux, centres commerciaux, etc. Vu du contexte actuel, si vous êtes sur des espaces premium, même si pendant un certain nombre de mois, l'activité va évidemment être quasiment à zéro, on peut quand même espérer que l'activité reprenne dans les espaces premium. On l'a vu également historiquement, les espaces premium des foncières se comportent quand même beaucoup mieux que les autres. C'est-à-dire que typiquement aux États-Unis, les foncières de deuxième catégorie, on a vu que les revenus étaient quand même en baisse depuis pas mal d'années, au vu justement du changement de comportement des consommateurs. En revanche, pour les foncières premium qui sont très bien situées dans les centres-villes, etc., on a quand même une tendance à une augmentation des loyers malgré un changement de comportement des consommateurs. Donc je pense qu'il faut quand même continuer à privilégier les foncières premium. Quatrième point, toujours faire attention à notre niveau de LTV qu'on a vu tout à l'heure. Je pense que ça, c'est vraiment un critère très important, de s'assurer que la foncière ne va pas se rapprocher dangereusement de ses convenants bancaires. Sinon, on pourrait rapidement avoir des cours de bourse qui chutent très très fort. Voilà. Et au max, comme d'habitude, avoir peut-être 15-20% de son portefeuille sur les foncières, mais pas plus. À mon avis, il faut quand même rester raisonnable, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, et avoir maximum 5% de valeur, à mon avis, sur chacune de ces valeurs. Voilà. Donc globalement, on a des beaux points d'entrée, on a des valorisations qui sont évidemment bien en deçà actuellement des fonds propres, des actifs nets des foncières. On a des rendements sur dividendes qui sont très élevés. Je crois que Unibail, aujourd'hui, on a un rendement qui est aux alentours des 16 ou 17%. Voilà, maintenant, on l'a vu, il y a beaucoup de risques aussi associés à tout ça. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir un certain nombre de foncières dans votre portefeuille. Moi, à titre personnel, j'ai à peu près 10% de mon portefeuille en foncière. C'est quand même une bonne manière de se diversifier dans l'immobilier. Mais voilà, il faut quand même avoir conscience des risques. Et comme d'habitude, la diversification est la meilleure manière d'éviter de prendre trop de risques, mais de quand même profiter d'un éventuel rebond qui pourrait être fort sur ce type de société. C'est-à-dire que si la consommation repart normalement, il n'y a aucun doute qu'on aura des rebonds très importants sur un certain nombre de foncières qui ont perdu plusieurs dizaines de pourcents ces dernières semaines. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été un peu longue. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, je vous félicite, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions, et sinon je vous dis à la prochaine fois.